Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse d'être avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sportive. Eh bien, nous voici de retour. On a 1 heure à passer ensemble avec un programme plus qu'alléchant. Les détails, c'est dans le sommaire. Ce soir, dans NCI Sport, CHAN 2023, les éléphants locaux continuent l'aventure en Algérie après leur victoire sur l'Ouganda ce dimanche. Retour sur cette qualification et décryptage du premier tour de la compétition. Révélé par la SEC Mimosa et transféré au RB Salzbourg, Karim Konaté impressionne pour sa première en Europe. Entretien exclusif avec celui qu'on surnomme Coca. Avant d'attaquer ses prochains challenges, Arthur Sisségué se prépare à Abidjan. NCI Sport a passé une journée avec le sprinter ivoirien. En plus de l'association, les entraîneurs ivoiriens ont désormais un syndicat. Allons-nous vers un duel ou un tandem? Kouadio Georges, le président du tout nouveau syndicat, est notre invité. Et voilà, comme d'habitude, un beau programme en perspective avec plusieurs disciplines sportives qui vous seront proposées, qu'on va analyser, qu'on va décrypter en profondeur. Et pour en parler, non, je ne suis pas seule autour de cette table. Un consultant qui est avec nous. Bonsoir, Roland Danon. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, je rappelle que vous êtes ancien arbitre international. Oui. Donc, un œil d'expert, un œil affûté pour analyser cette actualité sportive. On va faire ce qu'on peut. Oui, vous allez bien le faire, on n'en doute absolument pas. Allez, bon, on a du pain sur la planche, on y va tout de suite et on commence avec ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, eh bien, c'est évidemment le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Après un but compliqué, un début de compétition compliqué pour les éléphants, avec une défaite 1-0 face au Sénégal, un nul 0-0 face à la RD Congo, eh bien, les éléphants à prime se sont imposés hier 3-1 face aux Ougandais. Les éléphants décrochent donc leur ticket pour les quarts de finale où ils affronteront l'Algérie, qui n'est autre que le pays organisateur. Et pour en parler, eh bien, nous avons Eric Babou, qui est en direct de l'Algérie et qui va débriefer avec nous cette rencontre. Est-ce qu'il est là? Allô, bonsoir Eric Babou. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien, ça va, merci. Et vous? Ça va très bien. Bon, l'air de l'Algérie vous va très bien, Babou Eric. J'espère. C'est pas évident, il fait très froid, il pleut, mais bon, on fait avec. D'accord. Alors, Eric, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des éléphants hier face aux Ougandais? Déjà, il faut les féliciter, les garçons, parce qu'on avait tous quelques inquiétudes dues à la début de compétition, qui étaient, on va dire, plus ou moins justifiées. Parce que avant la compétition, avec les échanges que j'ai eus avec certains, avec même les spécialistes sur place, on savait que l'équipe ivoirienne était constituée de jeunes joueurs qui n'étaient pas forcément aguerris, qui n'étaient pas prêts, on va dire, qui n'avaient pas de vécu dans les compétitions internationales. Donc c'était l'inquiétude générale. Donc on n'a pas été surpris pour ce premier match. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler. C'était un peu mitigé. Ils sont rentrés difficilement, ils étaient un peu crispés, ils n'avaient pas les jambes. C'était un peu logique, voilà. Et derrière, ils sont montés en puissance pour le second match. On les avait un peu plus libérés parce que là, ils avaient mangé le pain noir. Ils étaient un peu plus libérés, ils sont montés en puissance, ils ont montré un peu plus de qualité. Et puis évidemment, il y a eu l'amalgame qui était pas mal. Contrairement au premier match, il y a eu des entrées qui ont apporté un peu plus. Oui. Et puis, il y a eu ce dernier match qui nous qualifie, où plus ou moins, on était, en tout cas, pour ceux qui ont vécu, qui ont vu un peu les différents matchs, on était plus ou moins confiants parce que les Ougandais ont fait 2 gros matchs. Ils ont laissé beaucoup de plumes, beaucoup d'énergie dans ces matchs-là. Donc on sentait que nos garçons qui montaient en puissance pouvaient faire mieux. Et puis, Dieu merci, ils ont montré toutes les qualités qu'ils ont. D'accord. Alors on voit justement à l'écran ces images dans les vestiaires. Donc après la victoire, gros soulagement pour les éléphants qui, je le disais un petit peu plus tôt, ont quand même eu une entrée difficile dans cette compétition. Alors est-ce qu'on peut dire que cette équipe a trouvé sa vitesse de croisière? Non, c'est clair qu'elle ne peut pas faire pire que ce qu'elle a fait pour le premier match. Ça, c'est évident. Ce sont des joueurs libérés aujourd'hui. C'est des joueurs qui ont envie d'aller loin. Ils sont motivés. Voilà. Maintenant, comme je dis toujours, il y a 2 cas dans ce genre de situation. Ça dépend des ambitions qu'on a. Si les ambitions, c'était de passer le premier tour, on va dire, OK, banco, c'est réussi, on peut rentrer à la maison.
Maintenant, si les ambitions, c'est d'aller remporter la compétition, je pense qu'il faudra faire beaucoup plus. Il faudra montrer encore un peu plus de talent, un peu plus d'envie, un peu plus de volonté, parce que contrairement à nous, notre génération, si vous permettez, on a eu la chance de rencontrer l'équipe haute, c'est-à-dire celle qui reçoit la compétition. Je parle de quand on était en junior, la Coupe d'Afrique junior, on a été vice-champion en Égypte, mais on a rencontré l'Égypte pendant la finale. Oui. C'est une situation différente. Vous voyez, justement. Mais là, on rencontre l'Algérie juste. Là, ici, là, pour... Oui, justement, vendredi, oui, c'est le prochain match, donc face à l'Algérie. Dans quel état d'esprit sont nos éléphants pour aborder cette rencontre, alors, vous qui êtes avec eux au quotidien? Non, c'est clair qu'ils sont dans de très bonnes dispositions avec ce match. Ça a été réussi, ils ont engrangé de la confiance. Comme je le disais tantôt, ils ont déjà mangé l'impernois, ils ne peuvent plus faire mal, ils ne peuvent plus faire pire que ce qu'on a connu lors du premier match. Donc, c'est des garçons qui sont en confiance. Ils savent qu'ils ont un potentiel, ils sont bien encadrés. Il y a des gens derrière eux qui les poussent, qui les motivent. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez Aruna Dendane, vous avez vu Chico qui était passé, voilà, et Ahmed Ouattara. Il y a du beau monde derrière. Ils sont vraiment très encadrés. Même quelques supporters ivoiriens qui sont là, la fédération, même le ministère. Ils sentent que tout le monde est derrière, ils sentent que le peuple ivoirien est derrière, et puis la mayonnaise est montée. Vous avez vu au pays, on fait plus attention à eux. Voilà. Donc, ils sont confiants. Ils sont conscients aussi des responsabilités qu'ils ont. Maintenant, c'est l'Algérie en face, c'est le pays hôte. Ouais. C'est pas une évidence. Alors, justement, est-ce qu'on doit redouter cette équipe algérienne et quelles sont ses forces, justement? C'est clair que cette équipe algérienne a une très bonne équipe. Déjà, ils sont à domicile, ils sont poussés par tout le peuple, ils sont hyper motivés. Ils ont une très belle équipe, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Ils ont des joueurs de qualité, il y en a 3 au moins qui sont parmi les 3 meilleurs dans l'équipe type du premier tour. Ça veut dire que c'est des joueurs de qualité, ils sont très bons. Mais c'est surtout la motivation qu'ils ont qui m'effraie, moi. C'est pas surtout les qualités, parce que les joueurs ivoiriens ont aussi de la qualité, ils sont montés en puissance. Mais c'est surtout la motivation que les Algériens ont qui me fait peur. Maintenant, c'est à nos garçons de rester sereins et de faire ce qu'ils savent faire. Et puis, évidemment, montrer beaucoup de caractère face à ces Algériens qui auront tout le peuple derrière. Ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile. Mais je pense que les garçons, s'ils restent sereins et qu'ils jouent ce qu'ils savent faire, ils montrent les qualités comme ils l'ont fait le dernier match, je pense que ça ira, ça pourra passer. D'accord. Ben, merci beaucoup, Babou Eric. En tout cas, le rendez-vous pour ces quarts de finale, c'est vendredi à 16h. Alors, oui. D'accord, mais on vous libère, Babou Eric, oui, parce qu'on sait que vous êtes très occupé. Oui, juste vous faire un coucou, salut tout le monde, et puis on croise les doigts pour vendredi. D'accord. Voilà, maintenant, Dieu fera le reste. D'accord, merci beaucoup, Babou Eric. Bonne soirée à vous. Et on salue toute la délégation. Voilà. Alors, je me retourne vers vous, Roland. Déjà, un mot sur la qualification des éléphants à prime. Mais comme Babou l'a dit, il faut féliciter ces jeunes garçons-là. Parce qu'aller à une compétition d'entrée, perdre le premier match, ça vous alourdit. Et ils ont su remonter progressivement. Ils ont gagné le dernier match en jouant sur leur propre qualité. Je veux aussi féliciter le coach et tout l'encadrement et les dirigeants qui sont avec eux là-bas. C'est clair que pour cette première phase, on passe le premier tour, on va au deuxième tour. Je pense qu'étape par étape, si on se fixe des objectifs, normalement, on doit arriver plus loin. Alors, concernant l'arbitrage, puisque vous êtes un ancien arbitre, comment vous l'avez trouvé depuis le début de la compétition? Oui, dans l'ensemble, l'arbitrage se passe très bien. Vous voyez, si vous voyez les matchs, vous voyez qu'on a très peu de contestations. Les décisions sont prises, même avec un peu plus de temps dans la consultation de la VAR, les décisions sont prises et des bonnes décisions sont prises. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas trop de problèmes actuellement. Et ça, je dirais, c'est à l'honneur du directeur de l'arbitrage qui est actuellement l'Ivoirien Dwayne Mendiez. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous savez que votre avis compte dans cette émission. Oui, on vous donne la parole dans NCI Sport. Qu'avez-vous pensé du jeu proposé par les éléphants durant la première phase de ces championnats d'Afrique des Nations? Eh bien, vos réponses, c'est dans Face Cam. Personnellement, je suis satisfait de la prestation des éléphants. Surtout le match d'hier. J'ai senti vraiment une évolution. Donc,
les éléphants ont beaucoup de chance d'aller loin. De 3 matchs dans le jeu, je peux quand même tirer satisfaction sur le dernier match parce que c'est le dernier match qu'ils ont gagné. Je peux dire que l'entraîneur a vu certaines failles, l'entraîneur a revu les tactiques de jeu pour que les éléphantaux puissent s'améliorer. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'il apporte encore un plus parce que sur le second tour, c'est les grosses écuries. Là-bas, ça ne pardonne pas. Voilà, mais je pense bien que la Côte d'Ivoire et les éléphantaux ont leur mot à dire dans ce champ. Je suis très satisfait par rapport aux résultats. L'entraîneur a compris les critiques qui ont été portées à son encontre concernant les 2 premiers matchs. Voilà, on a senti une équipe timorée, mais cette fois-ci, on a senti une équipe galvanisée face à l'Ouganda. S'il continue sur cette lancée, je pense qu'on aura une très belle victoire face à l'Algérie en quart de finale. Vraiment, je suis très heureux, je les encourage et puis bon, je souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend d'eux. Ce championnat montre un peu le niveau de chaque championnat des différents pays qui participent. Et donc, nous ne devons pas montrer une piètre au but. Voilà, donc je pense que je suis très très satisfait des résultats. Et puis bon, il y a forcément des améliorations à faire. En tant que technicien, les techniciens diront le mieux que cela. Vraiment, merci beaucoup. Puis bon, bonne chance aux éléphants. Voilà, bon, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans quelques instants et on sera en direct avec Konaté Karim, oui, la jeune pépite ivoirienne qui est en direct d'Autriche. Il sera avec nous, il va répondre à toutes nos questions. Alors, restez avec nous, à tout de suite. On est de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et oui, chaque semaine, de 20h30 à 21h30, eh bien, on décrypte l'actualité sportive de la semaine. Et on n'en a pas fini avec le CHAN. Alors, Roland Danon, puisque vous êtes notre consultant de la soirée, oui. On a parlé de l'arbitrage avec vous, mais de façon générale, un mot sur cette compétition. Comment vous l'avez trouvée ? Je pense que dans l'ensemble, la compétition est très bien organisée. En termes d'infrastructures, l'Algérie, tout comme les pays maghrébins, ce sont des pays qui ont des infrastructures sportives à un niveau acceptable, je dirais même un très haut niveau. Donc on voit l'état des terrains, l'état des organisations, les vestiaires et tout ça. On se rend compte effectivement qu'il y a une bonne organisation. Le seul petit bémol, c'est clair que c'est le public. Le public qui fait un effort. Quand l'Algérie joue, on a une grosse influence, mais quand les autres équipes jouent, bon, on essaie de les accompagner, mais l'affluence n'est pas au même niveau. C'est le seul petit bémol. Sinon, en termes d'organisation, je dirais que ça va. Ça va. Et ça réussit plutôt bien à nos éléphants, qui, on le rappelle, ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de ces championnats d'Afrique des Nations. Voilà, et prochain match, c'est face à l'Algérie et c'est ce vendredi à 16h. Dans un instant, eh bien, on sera en direct avec Konaté Karim, qui, lui, est en direct de Salzbourg, en Autriche. Voilà, on va lui poser toutes les questions qu'on veut. Et on en a des tonnes. Il y aura également le Thermopro. On va parler également basket. Oui, enfin, bref, il y a un gros programme pour vous accompagner jusqu'à 21h30. Alors, on va pouvoir continuer avec l'entretien. Sociétaire du club autrichien de RB Salzbourg, Karim Konaté réalise un très bon début de saison pour sa première en Europe. Son intégration, sa forme du moment, les éléphants, la CAN en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'ancien joueur de la SEC Mimosa est en direct avec nous depuis l'Autriche pour en parler. Bonsoir Konaté Karim. Allô Karim, est-ce que vous êtes là ? Pas encore, d'accord. Bon, on va revenir avec lui dans quelques instants. Alors, pour parler de Konaté Karim, le temps qu'on établisse la liaison, est-ce que vous vous attendiez quand même à une si belle saison ? Oui, déjà, vous savez que le jeune joueur a déjà démontré de ses qualités en championnat national. C'est un buteur de race, il faut le dire. J'ai envie de dire c'est le type d'attaquant qu'on appelle attaquant de métier. Et lui, effectivement, par ses touchés de balle, par sa technique, son déplacement, il a prouvé dans le championnat, il a prouvé même en équipe nationale qu'on pouvait compter sur lui. Je ne suis pas étonné, parce que quand il est arrivé à Salzbourg, il a fait d'abord l'objet d'un prêt.
dans l'équipe de Liefering, où il a été meilleur buteur. Il a participé même avec Salzbourg à la compétition jeune de la Ligue des Champions, où il a été parmi les meilleurs buteurs. C'est un buteur de race. Donc, normalement, son entrée, je vais dire ça, son début de saison n'est pas étonnant. Alors, il a quitté la SEC Mimosa. Vous pensez qu'il a laissé un gros vide dans cette équipe de la SEC? C'est clair qu'on a toujours un petit regret quand un bon joueur part, mais vous savez, la SEC, c'est une industrie de formateurs, une équipe formatrice de joueurs, donc on n'a pas de... Ils ont toujours cette capacité de remplacer les joueurs qui partent, et à ce niveau-là, vous avez vu avec le Chan, on a Sankara qui monte tout petit, tout doucement en puissance, ils ont des attaquants. Et ça viendra, la mayonnaise prendra de toute façon au niveau de la SEC. Il y a des joueurs qui peuvent remplacer valablement Coca. D'accord, très bien. Allez, ça y est, on me fait savoir qu'il est avec nous. Bonsoir Konaté Karim. Ah, bonsoir la famille. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Et vous? Oui, ça va très très bien. Dans la chaleur abidjanaise. Nous, on a le froid ici. Il paraît, il paraît. Alors Karim, bon, on a plein de questions à vous poser. On est très contents de vous avoir et j'imagine que les téléspectateurs de NCI sont très heureux de vous avoir comme ça en direct. Alors, on va commencer avec l'actualité. L'actualité, c'est le CHAN que j'imagine vous suivez, bien évidemment. Les éléphants locaux donc, se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce CHAN. Un mot sur leur qualification. En tout cas, bravo pour la qualification. C'est tout ce qu'on voulait, tu vois, de mettre un peu le football ivoirien sur le plan international. Donc, du coup, félicitations à eux pour la qualification et bonne chance à eux pour la suite. Absolument. Alors, Karim, bon, vous avez quitté la SEC Mimosa, et en quittant la SEC, vous avez eu quand même des sollicitations de pas mal de clubs en Europe. Pourtant, votre choix s'est porté sur Salzbourg. Pourquoi? Bon, d'abord, il y a le projet, tu vois. Il y a le projet et puis, bon, l'opportunité que Salzbourg m'offrait. Donc, du coup, j'ai préféré partir là-bas parce qu'il y a eu plein de discussions, puis bon, plein de renseignements sur le club et aussi mon entourage qui m'a aidé dans cette tâche-là aussi. Alors, comment vous jugez votre première partie de saison, Karim? Une première partie de saison mitigée. Certes, il y a eu des buts, mais sur le classement, on est 12e, je crois, sur 16, ce qui fait un peu défaut. Donc, du coup, elle est un peu mitigée. Qu'est-ce qui serait amélioré, selon vous? D'abord, le classement. Ouais. Là, nous sommes 12e. D'accord. Et aussi, ouais. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre intégration dans ce club de Salzbourg. Comment ça s'est passé avec vos nouveaux coéquipiers? Comment est-ce qu'ils vous ont accueillis? Bien, bien. Déjà, il y avait mon meilleur ami qui était sur place déjà, qui m'a aidé beaucoup à m'intégrer. Vous le connaissez déjà, Diakité Ouma. Absolument. Donc, du coup, donc c'est allé encore plus vite. Non, donc ça a été quand même relativement facile. Et puis en plus, si on regarde vos résultats, qui sont quand même pas mauvais, puisque je vous trouve quand même un peu dur avec vous-même, mais les résultats sont pas mauvais, donc on imagine que l'intégration, elle a été quand même relativement facile. Ouais, facile, parce que déjà, Ouma, il était sur place, donc il a vu des trucs avant moi, donc du coup, il m'a cette facilité, cette intégration-là. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Salzbourg, puisque c'est le club où vous êtes actuellement. Mais avant cela, il y a eu le club de Liefering et ensuite donc Salzbourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Pourquoi il y a eu ce changement? Ouais, déjà, l'équipe de Liefering, c'est la deuxième équipe de Salzbourg. Au fait, il n'y a pas de différence. C'est comme, disons, l'équipe réserve de Salzbourg. C'est juste le nom qui change. Donc, c'est ça qui trompe un peu, disons, les gens. Sinon, c'est la même équipe, au fait. Ils sont dans la même ville. Ils s'entraînent pratiquement sur le même terrain, du coup. Ok, d'accord. Alors, Karim, vous êtes présenté comme l'avenir de l'attaque des éléphants. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites à cela?
Du moment où on te dit tu as déjà l'avenir, c'est que d'une part, tu es sur la bonne voie, mais après, il y a pas que l'avenir, tu vois. L'avenir, on essaie de toujours la préparer. Donc, pour la préparer, la meilleure façon, c'est de toujours travailler, et puis bon, espérer être au niveau de leur attente, au fait. Et comment ça se passe avec les autres attaquants, Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, Max Gradel et autres? Comment ça se passe avec eux? Ça se passe plutôt bien, parce que là, je suis le plus petit, donc j'essaie quand même d'emmagasiner, en tout cas, d'emmagasiner plein de choses auprès d'eux, parce qu'ils savent dans quelle situation je suis, et ils sont passés par là. Donc pour moi, c'est de les écouter, et puis bon, de mettre en pratique ce dont ils me disent. Ouais, ils vous conseillent beaucoup pendant les séances d'entraînement, ils parlent beaucoup avec vous? Ouais, beaucoup. Bon, moi, je parle beaucoup avec eux parce que moi, j'ai besoin d'eux. Et en dehors du terrain, est-ce qu'il y a des contacts avec eux? Ouais, il y a des contacts, forcément. Bah, pas avec tout le monde, mais certains, tu vois. Ouais. Qui, par exemple? Bon, il y en a plein. Il y a Alec que je continue de parler avec lui. Il y a Sandra qui est chiant de bons thèmes. En tout cas, il y en a plein. Il y a Aurier aussi, pas mal. Alors justement, en parlant de Sébastien Haller, comment est-ce que vous, donc, qui êtes proche de lui, qui êtes son ami, ou pour ne pas dire son petit frère, vous avez vécu son retour après une si longue maladie et une maladie si grave? Bon, je l'ai vécu bien, tu vois, parce que le connaissant, je savais déjà qu'il allait forcément revenir, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment costaud de la tête. Donc du coup, ça m'a pas étonné de le voir aussitôt, tu vois. Alors, la prochaine Coupe d'Afrique va se jouer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous appréhendez ce rendez-vous, Konaté Karim? Bon, là, pour le moment, on est focus sur notre club. On le sait, c'est quelque chose de grand, quelque chose de bien pour nous. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre. On essaye de se préparer au mieux pour pouvoir mieux l'appréhender. Bon, vous savez que les Ivoiriens, quand même, espèrent un troisième sacre pour les éléphants. Vous y croyez ou pas? Ils le veulent, nous aussi on le veut. Ils oublient que nous aussi on est Ivoiriens de base, tu vois. Donc on la veut tous. Mais pour l'apprendre, il faut être bien, tu vois. Donc on essaie de se mettre dans ces conditions-là pour bien l'appréhender. Et est-ce que entre vous, les joueurs, vous en parlez de cette CAN? Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Est-ce qu'il y a une envie ou une attente particulière? Bon, on en parle, mais après, il ne faut pas se mettre trop la pression là-dessus, tu vois. Il ne faut pas trop se mettre la pression en parlant à chaque fois. Mais en tout cas, dans notre petit coin de la tête, ça y est, quoi. D'accord. Allez, dernière question, Konaté Karim, parce qu'on sait que vous êtes super occupé. En tout cas, on est vraiment content d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Quels sont vos objectifs pour la suite de la saison? Bon, c'est de continuer sur cette fin d'année que j'ai pu réaliser. Essayer de toujours continuer sur cette lancée-là, puis essayer de toujours m'améliorer aussi. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, du coup, on essaie d'apprendre au maximum pour pouvoir préparer aussi l'année prochaine. Et avec le club, c'est quoi l'objectif? Vous visez quoi comme place dans le classement? Bon, ici, ici Salzbourg, ils sont comme la Sega Abidjan. On vise le titre. Ouais. Et aussi, bon, l'année dernière, ils ont fait le doublé. Donc, ils ont cette envie de réaliser cela. Et aussi, il y a la campagne européenne qui passe par l'Europa League. On essaye aussi
de faire une bonne figuration là-bas. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Konaté Karim. Eh bien, vous savez quoi? On vous attend sur le plateau de NCI Sport. Dès que vous passez à Abidjan, on vous attend. Je vous attends personnellement ici. D'accord? Non, pas de soucis. Inch'Allah, en tout cas, on met ça en prière et bon, on essaie de le faire. Absolument. Et on le fera, on le fera. Allez, merci beaucoup. Excellente soirée, Konaté Karim. Merci. Et c'est la soirée à vous également. D'accord. Eh bien voilà, ça fait plaisir en tout cas de prendre des nouvelles de nos pros. Et bien justement, ça nous permet de faire une jolie transition. Oui, on va parler des performances des pros ivoiriens. Certains se sont bien illustrés en club, d'autres c'était un petit peu plus difficile. Eliane Tapé et Marco Seri font le point, c'est dans Thermopro. Prenons à présent la température des sportifs ivoiriens hors de nos frontières dans Thermopro. Débutons par ceux qui sont en bonne santé. Amad Diallo est le joueur du mois. Prêté par Manchester United à Sunderland, depuis le début de la saison, Amad Diallo fait sensation. Le jeune attaquant ivoirien a été élu meilleur joueur du mois de décembre en Championship. Amad Diallo, cette saison, c'est 7 buts et 2 passes décisives. Ce dimanche, il a inscrit un superbe but permettant aux Black Cats de s'offrir une nouvelle victoire. Franck Kessié retrouve de l'éclat. Si la température extrêmement froide du mois de janvier gèle tout, Franck Kessié semble ne pas être concerné. Titulaire lors du 8e de finale de la Coupe du Roi, l'international ivoirien a inscrit un but et délivré 2 passes décisives. L'ancien de l'AC Milan a certainement marqué des points. Sébastien Haller, le grand retour. La reprise. Eric Bailly, 7 matchs comme sanction. Mauvais temps pour Eric Bailly. Exclu face à hier en 32e de finale de la Coupe de France, suite à un geste très dangereux sur Moussa Ndiaye, Eric Bailly était en attente de sa sanction. Il est désormais fixé puisqu'il écope d'une suspension de 7 matchs. Une décision que le patron du banc marseillais, Igor Tudor, juge sévère. Ça ne va toujours pas pour Kolo Touré à Wigan. Température inquiétante pour Kolo Touré à Wigan Athletic. Le club a encore concédé une défaite face à Luton Town, 0-2 ce week-end. L'ex-international ivoirien est dans une situation inconfortable avec les Latics, toujours lanterne rouge de la Championship. Kolo attend sa première victoire. Roland Danon, alors, vous qui êtes un ancien arbitre international, il y a un geste malheureux d'Eric Bailly qui a défrayé la chronique ces dernières semaines lors des 32e de finale de Coupe de France entre hier et l'Olympique de Marseille. Le défenseur Eric Bailly a grièvement blessé l'international mauritanien Moussa Ndiaye, le touchant au foie et aux côtes et lui infligeant donc 30 jours d'ITT. Alors Moussa Ndiaye se porte heureusement mieux, mais ce qui fait quand même grincer des dents, c'est la sanction infligée à Eric Bailly qui écope d'une suspension de 7 matchs. Alors d'abord, là on revoit ces images extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses pour Moussa Ndiaye. D'abord sur le geste, est-ce que vous avez compris le geste d'Eric Bailly? C'est clairement difficile à comprendre ce geste-là. Il n'y a pas de rétention dans le geste pour un ballon qui est au niveau de la poitrine du joueur adverse. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une faute grossière. C'est vrai, on voit un peu sur la toile, sur les réseaux, la plainte avec la fibre patriotique des Ivoiriens qui ont l'impression que c'est une sanction trop énorme pour Eric Bailly. Mais il faut juger à 2 étapes. Il y a l'étape administrative où l'arbitre donne un carton rouge pour faute grossière. Et il y a l'étape disciplinaire où la commission de discipline de la Fédération française, ayant tous les éléments en main, statue en fonction de la gravité de l'incident. Donc, je me dis qu'à la base, quand il regarde, ce genre d'action donne 2 matchs. Mais une action comme celle-là qui emmène... Comme on pu avoir Zlatan, voilà, on l'a vu. Voilà, des images qui sont passées. Mais comparaison, tu n'as pas raison, il y a la gravité de cette faute-là qui emmène le joueur à avoir une ITT.
c'est comme si on empêchait un adversaire d'exercer son métier. Oui. La gravité étant plus lourde, je pense qu'il écope de 5 matchs en plus des 2 matchs qui, je dirais, disciplinairement, administrativement, sont donnés par l'arbitre. Quand l'arbitre lui donne un carton rouge direct, c'est 2 matchs en fonction de la gravité. Mais quand on analyse après l'état dans lequel le joueur se trouve, qui l'empêche de travailler pendant 1 mois, naturellement, les 5 matchs en plus sont justifiés. Les 5 matchs en plus sont justifiés. Je pense qu'il faut mettre de côté... Vous allez vous faire des ennemis. Hein. Non, il faut sortir. Et puis, il faut être honnête. Oui. C'est peut-être un récidiviste quand on regarde. La façon de jouer d'Eric Bailly est un peu plus dangereuse. Regardez, lui-même se blesse souvent sur des actions où il joue sans se contrôler. Voilà. Et je pense que c'est une action qui devait lui permettre maintenant de regarder sa façon de jouer et être moins agressif ou être moins dangereux dans ses actions. Ça lui rendrait lui-même service et je pense qu'on aurait moins de sanctions de ce genre-là. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est important d'avoir eu quelques éclaircissements de la part d'un professionnel, d'un ancien arbitre international. Allez, on va enchaîner, avec la suite du programme. La suite, eh bien, ça se passe chez nous. Et on va tout de suite commencer avec l'Inside. L'Inside de ce jour, c'est de l'athlétisme. Il est consacré à Arthur Sisségué. Depuis combien de temps a-t-il démarré la préparation de sa nouvelle saison? Les conditions dans lesquelles il se prépare, ses difficultés, ses satisfactions, ses ambitions. Le sprinter ivoirien nous dit tout dans cet élément réalisé par Yves-Boris Vey, Armel Yao et Hervé Kiessé. Et c'est parti. Sisségué, petit gabarit, c'est parti très fort à l'extérieur. Barbotier, mais Sisségué se l'éteint irrésistiblement. Il remporte une large victoire ici. 10 secondes 23. Non seulement... Révélé au public ivoirien lors des Jeux de la francophonie qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 2017, Arthur Sisségué est depuis considéré comme une valeur sûre de l'athlétisme ivoirien. Présent chaque saison sur les grands meetings, le sprinter de 26 ans rêve de remporter une médaille aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais en attendant, il continue de fourbir ses âmes. D'ailleurs, il permet aux caméras de NCI Sport d'être au cœur de sa préparation de façon exclusive. Let's go! Alors aujourd'hui, nous avons une séance de chariot. Comme on a décidé d'anticiper les salles, on va anticiper le travail de pénétration. Donc on va faire une séance de chariot. Alors, tu vas travailler avec 15 à 20 kilos sur 40 mètres en 2 séries. Ça, c'est la première phase. Après, on va laisser tomber le chariot. Et puis, on va faire 4 fois 40 en accélération progressive. Ce sera tout pour aujourd'hui. Come on. On relève cet exercice-là qui travaille les fins de course. Par exemple, sur un 100 mètres, vous courez 80 mètres. Si vous avez le même niveau, vous êtes pratiquement au même niveau. Pour les 15-20 derniers mètres, c'est ceux qui sont mieux entraînés, plus costauds, mentalement plus forts, avec une bonne force d'endurance qui termine. Moins, vite, plus vite. Donc tu dois terminer fort. Yeah, come on. Au départ, nous donnons fixer une philosophie. Rester chez nous, travailler avec nos moyens et avoir le même niveau que les autres parce que nous avons la matière première qui est le talent. Nous avons le soleil. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays au sud du Sahara où vous avez toute l'alimentation du monde. C'est un avantage. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'inconvénients par rapport aux conditions de travail de ces athlètes-là. Premièrement, la disponibilité et le nombre d'infrastructures nécessaires pour le travail de haut niveau. Il n'y en a pas. Deuxièmement, le haut niveau, ça coûte très cher. Ça demande un suivi médical des pointes. Malheureusement, chez nous ici, Cissé, il a quoi?
Il a une bourse de la solidarité olympique par rapport à ses performances. Mais depuis 1 an, il n'a pas reçu un copec. Comment il paye son loyer, comment il se déplace dans l'entraînement, qu'est-ce qu'il mange, comment il paye son kiné. Personne n'en parle. Come on. Ok. Tu es dans le temps. Pourquoi tu as décidé de te préparer au pays? Bah déjà, il faut dire que mon coach, il est ivoirien, il vit ici avec toute sa famille. Donc, depuis qu'on a quitté Dakar, on a décidé de s'installer à Abidjan et de pousser nos entraînements. Déjà, il y a les bonnes conditions de vie, la bonne nourriture, l'ambiance et tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de rester ici. Et puis mon coach, c'est l'un des meilleurs, donc du coup, il n'y avait pas le choix. Là, je prépare les compétitions en salle telles que Liévin, Paris, Düsseldorf. J'ai plein de circuits, donc je pense que d'ici le mois prochain, je vais entrer en liste pour essayer de voir ce que ça va donner. Alors n'oublie pas, dans le chariot, c'est placement, pousser, genou bien haut, bien gainé. Et toujours avoir la sensation d'accélérer au fur et à mesure que tu pousses. OK. Quand on reprend les entraînements, c'est vraiment difficile. On est succombé à des blessures, et le muscle n'est pas encore préparé. C'est pour ça que le coach, il fait vraiment son effort pour essayer d'ajuster le programme. C'est un peu... Ouais, s'étirer un peu, c'est... Voilà, comme ça. On va inverser les rôles. Arthur Cissé sera mon coach et moi, son élève. Tu prends n'importe qui, tout le monde est athlète, mais il faut forcément avoir le talent pour être un sprinter. Bon, rassurez-vous, hein, Yves Boris ne s'est pas claqué un muscle, Dieu merci. Mais on n'en était pas loin. Alors revenons, soyons un petit peu plus sérieux, puisque on a vu dans cet élément l'entraîneur d'Arthur Cissé, Anthony Kofi, donc, qui a évoqué les conditions de préparation difficiles. Alors quand on connaît les échéances à venir, quand on connaît les objectifs aussi d'Arthur Cissé et en même temps les conditions dans lesquelles il évolue, est-ce qu'on peut être optimiste, Roland Danon, et espérer de bons résultats, notamment pour les JO Paris 2024 ? Je pense que c'est déjà ça l'objectif de l'athlète. C'est pour ça que lui et son coach, ils anticipent sur les difficultés qu'on connaît. Ce sont des difficultés récurrentes. On a entendu Marie-Josée Talou l'évoquer, parlant de tout ce qu'ils investissent eux-mêmes par leurs propres moyens. Arthur Cissé, son coach, le redisent et eux-mêmes sont conscients par leurs propres moyens qu'ils doivent d'abord se mettre en marche. Il est conscient aussi avec son coach qu'ils doivent, puisque l'objectif futur c'est Paris 2024, c'est normal, et ça interpelle, avec tout ce que son coach dit, ça interpelle. Il faut bien sûr que, je pense, le ministère, le Comité national olympique puisse maintenant prendre en charge les athlètes, parce que 2024, c'est bientôt. Oui. On ne veut pas toujours entendre ces plaintes de ces athlètes-là qui remportent des médailles pour la nation. Absolument. Il faut vraiment qu'on mette en place une véritable politique pour ne plus qu'on entende ces plaintes récurrentes de moyens qui manquent, de moyens qui ne descendent pas. Et ça, ce n'est pas intéressant à entendre. Bon, mais en tout cas, on espère que ça va aller. Et nous, on sera là pour le suivre, Arthur Cissé, vous donner des nouvelles régulièrement. Allez, on enchaîne avec le reste de l'actualité sportive de la semaine. Petit tour d'horizon dans NCI Sport News, réalisé par Armel Yao et Moon. Tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans NCI Sport News. Basketball, éliminatoire mondial. Stéphane Konaté et Eddie Guy absents. Le jeudi 19 janvier 2023, la Fédération ivoirienne de basketball a dévoilé la liste des 20 présélectionnés pour l'ultime fenêtre des qualifications du Mondial 2023. Une liste dans laquelle on remarque les absences des capitaines Stéphane Konaté et Eddie Guy Landry et des intérieurs Mathieu Costello et Alexander Poitras. Il faut souligner les comebacks de Nistre Zouzoua, Assemian Moulare, Charles Abouo, Willy Kwasi et Dadjei Barou en sélection. Basketball, 6e journée N1. La JCA domine l'ABC.
Plus rien n'arrête la Jeunesse Club d'Abidjan Basket. Les protégés du président Moussa Diarra se sont offerts les champions en titre, l'Abidjan Basket Club, lors de la 6e journée du championnat national de basketball, sur le score de 76 à 66. Emmené par un Oussama Zaïd, 20 points, 7 rebonds, 5 passes, et Atoulé Ala, 21 points, 3 rebonds, les guerriers n'ont laissé aucune chance à Stéphane Konaté, 17 points, 6 rebonds, 4 passes, et ses coéquipiers. Une 6e victoire qui permet à la JCA de poursuivre son parcours sans faute et garder son fauteuil de leader. Taekwondo, Ruth Babi, présidente à l'Union africaine. Bonne nouvelle pour le taekwondo ivoirien. L'international Ruth Babi fait son entrée dans l'Union africaine de taekwondo. La double médaillée de bronze aux Jeux olympiques a été nommée présidente des athlètes africains au sein de la fêtière. Une nomination que la double championne du monde accueille avec fierté. Elle entend d'ailleurs mener sa mission à bien afin de permettre à ses pairs d'être entendus et contribuer au développement de l'organisation. Handball, les awards auront lieu le 28 janvier. La saison 2021-2022 a fermé ses portes dans le courant du mois de septembre 2022. Mais avant d'ouvrir la nouvelle, la Fédération ivoirienne de handball, avec à sa tête le docteur Karabou Aboubakar. On va maintenant marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec le dernier sujet de la soirée. On parlera du nouveau syndicat des entraîneurs. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants. C'est la dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous et de passer votre soirée en notre compagnie. Dernier sujet qu'on va aborder ce soir. Il s'agit du doc, et un doc qui est consacré au syndicat des entraîneurs. L'ancien sélectionneur des éléphants, Georges Kouadio, est le nouveau président du syndicat des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques professionnels de football de Côte d'Ivoire, donc SYNECATF-CI. Il a été élu samedi dernier lors de la constitution de cet organe de lutte pour la défense des droits des coachs, alors qu'il existe déjà une association des entraîneurs et encadreurs de football de Côte d'Ivoire, l'AEFCI. Que vient apporter ce syndicat? Les deux structures peuvent-elles cohabiter? Eh bien, il est sur notre plateau pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les raisons de la création de cet outil de lutte. Bonsoir, monsieur Kouadio Georges. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Merci. Alors, président, puisque vous êtes le président de ce syndicat, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir relevé un grand défi en fondant justement ce syndicat? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier tous ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. C'est l'UGTCI qui nous a coachés, l'UNICATF, qui est le syndicat français des entraîneurs, qui nous a coachés, et sans oublier aussi tous mes camarades qui étaient avec moi, mais qui étaient dans l'ombre, qui nous ont permis d'être là. Mais il faut dire que le constat, il est quand même un peu amer, il est difficile. L'entraîneur vit une vie difficile. C'est que l'entraîneur est tout le temps remercié, mais dans quelles conditions? Et donc, tout ceci nous permet aujourd'hui d'être là. Je pense qu'il est important qu'il y ait un syndicat pour les entraîneurs, éducateurs, professionnels du foot en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, eh bien, justement, on va vous résumer la situation dans cet élément vidéo qu'on regarde maintenant. Il existe depuis 1984 au sein de la FIF, l'Association des entraîneurs et encadreurs de football de Côte d'Ivoire, AEEFCI, créée pour défendre les intérêts des techniciens ivoiriens. Mais cela n'a pas empêché d'autres techniciens de relever un sacré défi, mettre sur pied un syndicat des entraîneurs de Côte d'Ivoire. Samedi 21 janvier, Treichville, Bourse du Travail. Une quarantaine de délégués fondent le syndicat des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques professionnels de football de Côte d'Ivoire, SYNECATF, à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Le thème est évocateur, le syndicalisme dans le football en Côte d'Ivoire, enjeux et défis. Objet principal, la défense des droits des techniciens ivoiriens. C'est l'ancien sélectionneur des éléphants, Georges Kouadio, qui a été plébiscité par ses pairs.
vous qui avez accepté que je sois candidat, vous qui m'avez élu. Je vous remercie. Le nouvel homme fort du syndicat des entraîneurs promet mener le combat pour que des conditions et moyens permanents soient disponibles dans le cadre de l'exercice du métier d'entraîneur pour le bien-être des techniciens ivoiriens. Autre bataille, la mise en place d'un statut de l'entraîneur avec des règles protectionnistes, des contrats des futurs membres exerçant à différents niveaux, où les coachs sont parfois victimes de licenciements sans dédommagement financier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la naissance de ce syndicat a été saluée par des entraîneurs chevronnés. L'entraîneur en Côte d'Ivoire est encore manchot. Alors on a un bras. Aujourd'hui, avec le syndicat, c'est comme maintenant si on est au complet. C'est un métier comme tout autre métier. Voilà, donc il est tout à fait normal que nous, entraîneurs et éducateurs de football de la Côte d'Ivoire, nous puissions nous syndiquer pour d'abord mieux nous organiser, pour savoir déjà en notre sein qui fait quoi, qui ne peut pas faire quoi. C'est très important. Il était temps d'avoir cet outil parce que le syndicat, c'est un outil de sensibilisation sur nos droits. C'est un outil aussi pour permettre à nos employeurs, notamment les présidents de club et la fêtière, de pouvoir vraiment valoriser l'entraîneur ivoirien. Désormais, nos lois seront protégées et à tout moment, quand il y aura des problèmes, on sait que quelque part, on a une maison où on peut aller se réfugier et qui peut nous défendre. Ce combat pour le bien-être des entraîneurs est mené depuis plusieurs années sans succès par l'AEFCI. Lors de la présentation des vœux au président de la FIF le 6 janvier dernier, Hyacinthe Atsé, président de ce groupement d'intérêt, a remis le couvert en demandant la mise en place d'un contrat standard comportant le salaire minimum pour les entraîneurs. Comme on le voit, les deux entités partagent le même but. Mais l'AEFCI n'apprécie pas la démarche unilatérale des syndicalistes. Elle avait même souhaité le report de l'AG constitutive via un communiqué rendu public le 18 janvier dernier. Le président de ce groupement d'intérêt que nous avons rencontré dans la matinée lors d'un match de gala de ses membres au complexe sportif de Yopougon a expliqué sa position. La mise en place de ce syndicat-là ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le processus d'unification, mais c'est une affaire de vision et de timing. Sinon, nous sommes en phase avec tous les entraîneurs. Ils nous l'expriment chaque fois que l'occasion se présente. Nous avons été informés. Nous aurions bien voulu prendre part dans la mise en place de ce syndicat, c'est-à-dire participer à la mise en place des tests et les orientations avec les objectifs assignés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons bien voulu redresser là-bas par des petites discussions, des séances de travail, mais malheureusement, les initiateurs se sont imposés un timing qu'ils ont bien voulu respecter. Et donc, ça n'a pas permis, dans le temps, des échanges pour que véritablement on soit en symbiose. Malgré cette alerte, le CNE-CATEF est né et compte se faire entendre. Faut-il craindre une déchirure entre les techniciens ivoiriens ? Alors, Président, on est là pour éclaircir un petit peu toute cette situation. Vous avez décidé de mettre en place donc, un syndicat alors que vous êtes membre de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, donc l'AEFCI. Pourquoi ? On peut être membre de l'AEFCI et puis être membre du syndicat. Le syndicat, il défend les droits et les intérêts des entraîneurs, éducateurs, cadres techniques, professionnels du foot. Mais en association, il y a autre chose à faire. C'est de se mettre ensemble, d'échanger sur le plan culturel, pouvoir s'entraider et autres. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est la profession, c'est rien que le syndicat qui peut défendre les intérêts. Je vais vous dire que depuis 1970, par là, l'amicale qui est devenue association existe. Mais qu'est-ce que cette association, ou bien cette amicale a pu... Quels sont les acquis ? Nous souffrons autant que nous sommes. Quand un entraîneur est déchargé, mais deux fois, il n'y a pas d'accompagnement. Deux fois, même, il n'a même pas le droit
de pouvoir échanger avec le président. Et quand vous voyez les conditions de vie des entraîneurs, c'est déplorable qu'un entraîneur utilise le BACA pour aller entraîner les joueurs. Où se trouve l'autorité? Donc finalement, pour vous, hein, l'AEFCI n'accompagne pas suffisamment les entraîneurs. Mais ce n'est même pas son rôle. Il ne peut pas accompagner suffisamment. C'est pour ça que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, mais ça échange. Ils sont groupement d'intérêts. Il n'y a pas de souci. Intérêt pour qui? Intérêt pour quoi? Je ne sais pas. Mais il y a un groupement d'intérêts, c'est l'AFCI. Nous sommes d'accord. Mais nous ne venons pas pour être groupement d'intérêts. Nous venons pour défendre le peu que chacun peut avoir. On peut le partager sur tous les salaires. Et c'est important. D'accord. Parce que justement, dans la vidéo, on a vu le président de l'AEFCI, on l'a vu s'insurger un petit peu contre votre démarche, on va dire, cavalière pour installer ce syndicat. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Non, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Nous sommes tous des entraîneurs. Le vivier que nous voulons défendre, c'est l'entraîneur. Moi, je souhaite que les entraîneurs viennent au syndicat, s'adhèrent, et quand il y aura un problème, nous allons les défendre correctement, que ce ne soit pas comme hier. Moi aussi, j'en ai souffert. Je sais de quoi je parle. Le président de l'AFCI en a souffert, il sait de quoi je parle. Qui a pu défendre? Personne. Mais aujourd'hui, nous avons un outil qui nous permet de pouvoir parler. Nous aurons nos avocats. Nous pouvons échanger. D'abord, allez-y si vous voulez. Non, allez-y, finissez d'abord. Oui. Finissez d'abord. Terminez votre phrase. Donc, nous pouvons échanger avec les présidents ou bien avec la Fédé. Et quand nous ne pouvons pas, nous avons l'UGTCI qui nous accompagne. C'est pour ça que nous sommes un syndicat de participation responsable. Nous ne sommes pas là pour venir casser. Nous savons que nous détenons un certain nombre de jeunesse. Donc, il faut être prudent à ne pas ameuter les gens. Mais nous allons aller prudemment, mais sûrement. D'accord. Roland Danon, oui. Ouais, c'est clair que je pose la question, étant moi-même président d'un membre actif qui est l'AMAFSI. Il y a cette analyse que je fais et je pose la question. Quel mécanisme le syndicat, le SINA 4FC, c'est ça? Oui. Mettra en place pour suivre ces membres que l'AEFC n'a pas pu mettre en place? C'est simple. Nous allons les rassembler, les identifier, créer une banque de données, connaître tous nos syndiqués. Ensuite, rassembler les diplômes. Quand vous êtes, je ne dis pas les diplômes, mais quand vous êtes syndiqué avec nous et que vous avez un contrat, alors vous déposez le contrat chez l'avocat. L'avocat étudie votre contrat. Le jour où il y a des problèmes, c'est selon la réglementation, selon le contrat qui a été écrit, c'est avec ce contrat-là que nous allons vous défendre. Même moi, je n'ai pas le droit de voir votre contrat. C'est entre l'avocat et le plaignant. D'accord. À quelle cohabitation est-ce qu'on doit s'attendre, finalement, entre le syndicat et l'AEFCI? Mais moi, je pense que on doit arriver à une très bonne cohabitation. Depuis même ce soir, moi, j'ai envoyé un message au président de l'AFCI, le saluer, puisque je suis conseiller dans l'AFCI, lui dire que j'ai été nommé, je l'informe officiellement, et lui demander le dialogue, parce que les portes sont ouvertes, et je souhaite qu'il y ait le dialogue entre nous pour que nous puissions aller, pour ne pas créer une crise inutile aux entraîneurs. C'est pour les entraîneurs que nous sommes là. Et jamais, moi, je serai partisan d'une crise. D'accord. Alors, Roland Danon, rapidement, vous avez été un petit peu dans le même cas de figure avec la MAFSI. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qui se passe? Et surtout, est-ce que cette cohabitation est possible? Parce qu'entendre le président Kouadio, bon, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous pensez que ce sera possible quand même? Moi, je pense déjà, vu la configuration de leur corporation, ce sont des employés libres qui contractent avec les clubs. Donc, et lui-même, le président Kouadio dit qu'il est le conseiller de l'AEFCI.
moi, je pense qu'il aurait pu se décharger de là pour pouvoir avoir une meilleure cohabitation en termes de relations, je dirais, d'institution à institution. J'ai envie de dire d'association à association. Mais bon, je note quand même qu'il peut avoir quelques petits soucis. En termes de prérogatives. Parce que l'AEFCI est l'entité qui discute directement avec la fêtière pour les problèmes des entraîneurs. Je pense que même s'ils n'ont pas forcément réussi toutes leurs missions, mais ils y vont quand même. Le syndicat, dans l'écosystème du football, peut participer à aider l'AEFCI à mettre en place des choses pour lesquelles peut-être ils n'auront pas forcément la main. Moi, je ne trouve pas de problème à ce niveau-là, parce que leur corporation a une situation particulière. D'accord. Alors, Président, oui, vous vouliez répondre peut-être à... Non, je sais pas. D'accord. Alors, il a été diffusé au terme des travaux une vidéo d'encouragement de Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus et par ailleurs président du syndicat des entraîneurs depuis 2016. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans la mise en place du syndicat? Il nous a boosté, il nous a conseillé, il nous a dit que c'était imminent, il faut le faire, c'est important. Eux, ils sont passés par là, ça fait 40 ans déjà qu'ils sont là. Ils sont prêts à nous aider pour que le syndicat soit mis en place. C'est un outil indispensable au développement du football de nos jours. D'accord. OK. Alors, finalement, qui peut être membre du syndicat? Dites-nous tout. On est entraîneur, qu'on soit ivoirien ou pas, on est entraîneur. Vous avez un diplôme, vous exercez, vous venez, vous payez votre adhésion et vous avez une carte et vous êtes membre. Maintenant, il y a tout ce qu'on peut vous donner. Tout ce à quoi vous pouvez avoir droit. D'accord. Président, dernière question. Quels sont vos projets à court terme après la mise en place du syndicat? Nos projets à court terme, c'est de rassembler tous ces entraîneurs. Comme j'ai dit, les mettre dans une banque de données et enfin les accompagner par la formation. Parce qu'il y a la formation que donne la DTN, mais il y a aussi, la formation parallèle qu'ils peuvent avoir, qui ne sont pas des formations diplômantes, mais pouvoir les aider à pouvoir arriver à des fins utiles quand ils sont sur un terrain. Voilà. En termes de renforcement des capacités. Les renforcements des capacités en temps. Voilà. Développer les relations entre tous les acteurs de ce sport-là. Définir des conventions avec diverses entités de ce sport. Il y a des diplômes aujourd'hui, il faut qu'il y ait des équivalences. Avec le ministère, avec la fonction publique. Un diplôme d'entraîneur équivaut à quoi à la fonction publique? Tout ça, il faut que nous puissions définir avec l'État. Et c'est important. Aussi, il faut valoriser l'entraîneur. Il faut valoriser l'entraîneur parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à l'entraînement, c'est parce qu'il a échoué ici, il a échoué par là, ou bien c'est parce qu'il a fait le foot qu'il peut être entraîneur. Non, on peut même être bac plus 8 et puis être entraîneur de football, parce que tout se passe dans la tête. Donc, il faut valoriser ce métier. C'est très important. Et aussi, éviter qu'il y ait des entraîneurs qui passent d'une catégorie à l'autre sans qu'il y ait un contrôle. Voilà, on ne peut pas avoir un diplôme D pour dire qu'on va aller entraîner une équipe de première division. Non. Et il y a des gens, il y a des présidents du club qui peuvent utiliser, parce que c'est leur... ils disent que c'est leur droit. D'accord. Non. Mais ce n'est pas leur droit. Parce que moi, je ne peux pas avoir une licence A et puis je chôme et vous allez prendre quelqu'un qui a une licence D pour la première division. Ce n'est pas possible. Il faut permettre à ceux qui ont les diplômes, il ne faut pas créer le chômage. Voilà. D'accord. Bon, il y a du boulot en tout cas, d'après ce qu'on comprend. Oui, il y a un grand boulot, mais on va le réussir. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On y croit. Allez, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques professionnels de football de Côte d'Ivoire, donc le Synecatef-CI. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation, président. Merci, c'est très gentil de nous avoir reçus. Nous viendrons encore si c'est possible
venir éclairer encore les Ivoiriens. Absolument, on va organiser ça. Voilà, merci beaucoup. Roland Danon, merci à vous. Merci Tia. Vous avez été top hein, comme consultant, comme d'habitude. Ça ressemble à une flatterie. Allez, je vous rappelle que cette émission a été réalisée par Moussa Doumbia. Merci aux équipes techniques, merci à l'équipe éditoriale et merci à vous. Hein. Prochain rendez-vous, eh bien, c'est lundi prochain à partir de 20h30. Et comme d'habitude, on va se quitter avec les prolongations. Excellente semaine à tous. Bye bye. Bye. On connaît le plan serré, le plan large. Avec cet entraîneur découvrant le plan chassé. Le jeu au pied, ça s'apprend, n'est-ce pas, monsieur? À trop vouloir faire le malin, on finit par se créer des problèmes. Le saviez-vous? Didier Drogba s'est déjà essayé à la lutte. Après le 1-2, voici le 1, 2, 3 et 4. Quand deux footballeurs jouent à Attrape-moi si tu peux. À ne surtout pas enseigner dans les écoles de foot. À bientôt pour d'autres prolongations.